Bonjour, eh bien écoutez, je suis très heureux, c'est vraiment un plaisir pour moi d'inaugurer cette série d'échanges d'interviews que nous allons réaliser avec le club O2A sous le nom de Makaya, comme je l'avais indiqué, avec son Excellence Monsieur le Premier ministre Albert Pahimi Padaké, ancien Premier ministre du Tchad et évidemment membre d'honneur également et de longue date de notre club O2A. Alors, à l'occasion de la sortie de son livre, qui s'appelle L'Afrique empoisonnée, que je vous conseille de lire attentivement, il tombe en plein justement dans cette symbolique que nous avons créée au Club O2A, qui est ce symbolique de Makaya, qui nous permet, qui est un synonyme en fait du renouveau de la pensée et des énergies nouvelles. Donc ça tombe très très bien, mon cher Albert, parce que nous avons besoin avec vous d'échanger sur l'avenir de l'Afrique, et voilà. Donc bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour, et merci de nous donner donc cette occasion d'inaugurer cette série de rencontres, d'échanges avec des experts de l'Afrique dont vous êtes. Vous êtes porteur d'idées nouvelles, et ça apparaît très bien dans ce livre, d'analyse lucide des situations en Afrique, qui ne sont pas toujours très favorables bien sûr, et pas seulement au Tchad. Et surtout dans ce livre, dans sa deuxième partie, des solutions qui sont futures et qui sont à adapter ou à adopter ou à faire adopter par les pays africains, tant sur le plan interne que sur le plan des relations extérieures. C'est ça qui est intéressant, dont la France bien sûr, hein, mais pas seulement. C'est pour cela que je suis heureux que vous soyez le premier profitant de votre présence à Paris à inaugurer donc ce type d'interview. Alors, je pense que cette remise en question que nous essayons de refaire avec ce type d'interview s'adapte bien à l'exploration nouvelle permettant de dégager des solutions en faveur, puisque c'est finalement la thème, s'il n'y avait qu'un seul mot à dire, ça c'est celui-là, en faveur des populations africaines et particulièrement de sa jeunesse, dont les attentes et les capacités sont importantes et nombreuses. Donc c'est cet appel aux énergies nouvelles, assainies, qui symbolise ce mot Makaya, que j'ai baptisé ce nouveau série d'interviews. Voilà, donc vous avez été le Premier ministre à 2 reprises du Tchad. Vous êtes président du parti Le Réveil, qui est un parti important au Tchad, qui compte énormément. Et donc vous êtes resté à partir de là attentif à toute l'actualité africaine, évidemment. Donc voilà, alors revenons d'abord à ce livre. On explique, c'était le premier point, c'est un peu la première question que l'on va poser. Vous expliquez dans ce livre que l'Afrique est un acteur du monde, évidemment, et ça a d'ailleurs été très bien repris par celui qui a fait la préface, remarquable, Bertrand Bédier. Et l'Afrique est un acteur du monde et qu'elle apparaît trop, à notre goût et au vôtre, comme étant le continent des conflits. Ils sont toujours de toute nature. Mais peut-on faire la part des choses? C'est un peu ma première question par rapport à ce livre. Cette instabilité chronique qui a pu exister depuis les indépendances, est-elle due à des situations internes, des situations internes, ça veut dire interethniques, suite de la décolonisation, frontières coloniales inadaptées peut-être, insécurité due au terrorisme aujourd'hui, plus des ingérences extérieures que l'on connaît, et la fidélité, la fiabilité peut-être aussi des systèmes politiques et électoraux notamment. Dans ce contexte de croissance démographique, est-ce qu'on peut faire un espèce de lien avec tous ces phénomènes pour arriver à expliquer, c'est ce que vous faites un peu dans votre livre, cette situation des conflits qui s'éparpillent un peu partout et qui pour certains, fort heureusement, arrivent quand même à se régler. Voilà, je vous laisse vous exprimer là-dessus. Merci. Je suis honoré d'inaugurer cette interview dans le cadre de Makaya. L'Afrique est gangrénée par les conflits, mais pas que l'Afrique. Aujourd'hui, on peut, à travers l'Ukraine et autres foyers de tension, dire que le monde est sujet aux conflits divers. Mais le cas de l'Afrique est particulier en ce sens que l'observation des spécialistes montre que 66 000 casques bleus des Nations Unies, soit 70% de ces effectifs au niveau mondial, se retrouvent en Afrique.
Afrique qui compte pour 18% de la population mondiale. Et si vous avez 70% des conflits qui préoccupent les Nations Unies, concentrés dans un continent qui lui compte pour 18% de la population, il y a problème. C'est pour ça que il m'a paru utile de faire une réflexion large sur les causes et facteurs des conflits afin d'aider à s'en prémunir. Comme vous l'avez si bien souligné, les causes de ces conflits sont de plusieurs ordres. Naturellement, vous avez des causes endogènes que vous soulignez à travers la multiplicité des ethnies à l'intérieur des États, la problématique des frontières naturellement héritées de la colonisation, mais là aussi, sur les frontières, on en parle souvent, mais il faut se dire que en 1963, quand les chefs d'État africains se sont retrouvés pour la création de l'OUA, ils n'ont pas rejeté les frontières qui étaient tracées, mais ont plutôt adopté le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Maintenant, tout le débat montre que les conflits ont quitté le terrain interétatique lié à des frontières pour se concentrer en intra-étatique. Ça veut dire que beaucoup plus la question de la gouvernance des diversités à l'intérieur des États qu'il faut améliorer. Naturellement, il y a des causes exogènes également qui affectent l'Afrique en termes de conflits. Quand on sait que les luttes de puissance dans le cadre de la géostratégie de domination du monde fait que parfois les guerres en Afrique s'exercent comme par procuration depuis le temps de la guerre froide jusqu'à aujourd'hui. Il est évident que certains conflits trouvent leurs racines dans les luttes d'influence des puissances à travers le continent africain. Voilà un peu en résumé sur la première question que vous avez posée. Voilà. Alors, merci Monsieur le Premier ministre. Alors, justement, je veux en venir après ces causes, on a les incidences. Et c'est un travail que nous avons d'ailleurs, je tiens à le préciser aujourd'hui, préparé avec ma chère collègue Salomé Carpentier, qui est ici aussi, qui s'occupe de notre mise en film, de notre vidéo, et qui a beaucoup préparé avec moi ce travail. Et nous avons réfléchi longuement sur les incidences, sur la situation, de ces situations sur le plan économique concernant les peuples. Parce qu'en définitive, ceux qui subissent ces incidences de tous ces conflits, ce sont les populations civiles et en particulier la jeunesse. Donc aujourd'hui, par ces déstructurations, cette désorganisation, cette instabilité, on se trouve un affaiblissement des chances économiques des pays et notamment, alors c'est là où on se dit, est-ce que les puissances étrangères peuvent être utiles pour faciliter le développement et pour éviter de profiter au contraire de ces affaiblissements et malheureusement récupérer un petit peu pour eux-mêmes les avantages. Donc cette situation-là de facilitation d'entrepreneuriat dans une situation de crise, comment vous la vivez? Est-ce que vous avez encore... Votre livre l'indique, on va y venir vers la fin de cette interview, mais vous l'avez analysé très bien. Est-ce que ça a une chance d'aboutir un jour? Est-ce que finalement on passe outre ces questions de conséquences pour arriver à refaire le travail d'entrepreneuriat et de chances économiques de pays à pays? Oui, d'abord sur les incidences des conflits, il est évident que lorsque un pays traverse des conflits aussi endémiques que bon nombre de pays africains connaissent aujourd'hui, il y a une incidence directe sur les populations. D'abord, en termes de perte des ressources humaines, les guerres occasionnent des pertes. Les populations civiles se retrouvent dans des situations précaires de réfugiés ou de déplacés, ce qui n'est pas chose aisée. Et ensuite, les États
finissent par mettre les maigres ressources publiques pour les moyens de lutte sécuritaire, l'achat d'armes et autres, au détriment des secteurs essentiels que sont les écoles, les dispensaires et autres. Naturellement, il y a là aussi des fenêtres d'opportunité, étant entendu que nous voyons tous que l'effet de ces conflits en Afrique, avec l'appauvrissement des populations, génère un flux de populations vers d'autres pays, y compris vers l'Europe. Chacun sait aujourd'hui ce qui se passe à travers la Méditerranée. Et donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est de développer une coopération économique qui génère des richesses au niveau local pour permettre à ces populations de pouvoir se prendre en charge et éviter d'ailleurs que les entrepreneurs de violence aient des proies faciles à recruter aux fins de déstabilisation du continent. De toutes les façons, il est clair aujourd'hui, dans un village planétaire qu'est devenu notre monde, les souffrances des populations en Afrique ou ailleurs affectent l'ensemble de la communauté humaine et il est donc nécessaire que les uns et les autres apportent leur contribution, d'abord pour stabiliser le continent et éviter les sources des conflits, mais ensuite également œuvrer pour que les populations puissent avoir des conditions de vie décentes dans leur terrain. Alors justement, à ce sujet, je voulais vous dire, ces conflits pourraient être cadrés, je dirais, peut-être par les institutions internationales, y compris africaines. Non seulement l'ONU, mais l'Union africaine et d'autres institutions. On ne le voit pas vraiment, si vous voulez, ou comment comprendre, vu d'ici, j'allais dire, vu de l'Europe et même vu parfois d'Afrique, comment comprendre la différence d'appréciation qu'il peut y avoir entre les conflits qui se sont passés, coup d'État ou autre, au Mali, au Burkina, en Guinée, par rapport à ce qui s'est passé par exemple au Tchad. Vous êtes bien placé pour le savoir, et on a vu que les institutions internationales, il y avait le pour et le contre, et c'était pas tout à fait la même attitude en faveur du Tchad que par rapport à faveur des autres pays. On a condamné purement et simplement les coups d'État, mais au Tchad, il y a eu une certaine tolérance. Est-ce que c'est positif ça, ou est-ce que c'est dangereux? Bon, d'abord, sans vouloir s'étendre trop sur le Tchad, mais enfin bon, en disant un mot. Tchad, je rappellerai simplement que ce n'était pas un coup d'État au sens traditionnel du terme, ce qui a amené l'Union africaine à comprendre cette situation et vouloir l'accompagner à sortir de cette illusion. C'est bien que vous le disiez aussi. Maintenant, de façon générale, la difficulté de la communauté internationale se trouve peut-être à deux niveaux. Le premier niveau, c'est les intérêts divergents des puissances du monde qui dominent l'action diplomatique mondiale. C'est le premier problème. Le deuxième, c'est cette incapacité que la communauté internationale a dans la prévention des conflits. Les intérêts dont je parlais brume un peu la vue de ces puissances. Quand une situation se présente en tant que facteur de conflit, on n'arrive pas à réagir jusqu'à ce que des vies humaines, que des torrents de sang se mettent à couler comme au Soudan aujourd'hui pour alerter. Et tant que les intérêts fermeraient les yeux de la communauté internationale jusqu'au torrent de sang, comme c'est le cas aujourd'hui, le monde et l'Afrique n'est pas prête à s'en sortir. Il faut vraiment qu'on revienne à ce que je prévois dans mon livre, pas seulement une prévention de court terme des conflits, mais il faut explorer une prévention de long terme des conflits que j'appelle la prévention froide des conflits. Voilà, alors ça, on va y venir justement, c'est un petit peu l'objet de notre troisième question, puisqu'il ne faut pas non plus que ça dure trop longtemps. Je pense qu'au plan technique, on suit toujours, là, ça va? Bon, alors, excusez-nous, mais on fait un peu nos premières armes là-dessus, on essaie d'observer. Oui, on veut parler, le troisième tiers de votre livre parle bien sûr de ça, de cette prévention, et surtout cet apport de solutions. Et en fait, vous mettez en première ligne la conception de la démocratie
qui est évidemment le secret miracle pour pouvoir écouter ce que disent les gens et respecter ce qui se fait. Alors, tant en termes de démocratie électorale, évidemment ensuite, qui doit être contrôlée, on a vous donné quelques plans là-dessus de manière fiable, et également dans la démocratie de la gouvernance du quotidien en faveur des peuples, en faveur des populations. Et ça, c'est la clé de base. Vous allez peut-être revenir à la fin de votre exposé sur ce que vous avez appelé les 4 défis, on va peut-être les recentraliser en conclusion, mais au moins sur ce sujet-là, j'aimerais vous entendre, ce sont les bases de la solution pour relever les populations de certaines situations conflictuelles, pour partir de là. Alors, si vous pouvez développer un petit peu cet argument-là, ça serait bien. Oui, il faut dire, comme on le dit de façon triviale, que la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. C'est exact. Il y en a qui pensent aujourd'hui que l'Afrique peut adopter un autre mode de gouvernance. Je suis de ceux qui pensent que la démocratie venue d'Athènes depuis des siècles a été adoptée par les autres peuples en Europe, en Amérique et tout. Il n'est pas impossible que le même système puisse être adopté par les Africains qui l'ont déjà adopté d'ailleurs. Il faut maintenant les aider à pouvoir utiliser ce principe-là à bon escient. Il est clair que les populations ont besoin d'être au cœur des décisions qui les concernent. Et la méthode, la voie qu'on connaît aujourd'hui qui permet de rendre compte, de prendre en compte la souveraineté du peuple exprimée par lui-même, c'est la voie démocratique. Ça, c'est sur le plan électoral, quand bien même jusqu'aujourd'hui, cette voie connaît des difficultés dans son expression réelle. Mais ce n'est pas une raison de se décourager, c'est plutôt un défi qu'il va falloir relever au quotidien. Ensuite, c'est-à-dire la fiabilité des élections, leur transparence et leur bonne organisation normale. Absolument. Ce n'est pas une spécialité de la démocratie à l'africaine, comme on l'a dit certains. Non, il faut faire une vraie démocratie. C'est une vraie démocratie. Et maintenant, je suis allé même dans le livre à proposer, comme les Nations Unies ont fait avec la Côte d'Ivoire en 2010, ils ont introduit le principe non pas seulement d'observation électorale, mais de la certification des élections. Et il faut que la communauté internationale puisse aller de ce côté-là sérieusement. Je comprends, je vois les difficultés. Les difficultés, c'est cette dichotomie entre l'ingérence démocratique et la souveraineté. Et laquelle souveraineté, je le rappelle tout le temps dans le livre, n'est pas dans sa finalité la même chose pour les gouvernants que pour les gouvernés. Bien sûr. Lorsque la souveraineté sert à mettre une population dans une sorte d'enclos pour éviter que d'autres viennent regarder, ce n'est plus de la souveraineté qui profite au peuple. Et donc, il faut que... Mais la surveillance, pardon, encore, la surveillance des élections, quand même, est-ce qu'elle est fiable par ceux qui la surveillent? Est-ce que les surveillants sont fiables? Non, pour le moment, l'observation électorale a ses handicaps, que je développe dans le livre d'ailleurs. Vous le dites très bien dans le livre. Dans un premier temps, vous avez des observateurs qui arrivent le soir du vote, ils repartent le lendemain et ils vous sortent un communiqué. Vous avez des ONG qui arrivent, ils sont pris en charge par les gouvernants qui organisent ces élections et ce qui érode complètement leur capacité de jugement. Ensuite, pour l'Union africaine, par exemple, en Afrique, qui a tendance à s'appuyer sur les communautés régionales pour l'observation des élections, mais vu le caractère un peu syndical des chefs d'État de chaque zone, il devient difficile qu'une communauté sous-régionale puisse se prononcer contre des dérapages qu'aurait commis un régime dans l'organisation d'une élection dans son pays. Donc, l'observation des élections dans son principe est une bonne chose. Ça demande une amélioration pour apporter des garanties de sérieux. Mais plus que ça, il faut aller vers une certification des élections qui permette à la communauté internationale d'avoir un droit de regard sur le principe démocratique qui soit le même pour tous les pays du monde.
Est-ce que vous avez évoqué l'Union africaine, évidemment, est-ce que je change un peu de sujet par rapport aux élections, mais par rapport à l'Union africaine, est-ce que vous croyez au plan de l'Union africaine, à l'agenda 2063? Est-ce que vous croyez à l'usage, en termes de progrès social et de développement économique, de l'organisation, par exemple, de la zone de libre-échange? Est-ce que ce sont vraiment des points de panafricanisme qui peuvent entraîner les économies africaines vraiment vers le haut? C'est clair qu'il y a deux choses. Il y a la théorie. Oui, la pratique elle a commencé avec la ZLECAf. La ZLECAf, elle est en train de se lancer. Dans l'intention, oui. L'agenda 2063 est un très bel agenda pour l'avenir de l'Afrique en termes de développement économique et social, c'est clair. Maintenant, dans la pratique, ça fait 10 ans déjà passé que cet agenda est lancé. Les chauvinismes des États doivent reculer et pour permettre que le plan de l'Union africaine puisse se dérouler, mais jusqu'aujourd'hui, nous constatons quand même qu'il y a un certain nombre de réticences de la part d'un certain nombre d'États en fonction des intérêts nationaux. Et c'est ça qu'il va falloir dépasser. Et je pense que l'Union africaine fait un travail remarquable, mais les difficultés de l'Union africaine sont d'abord ses États membres. D'accord. Mais notamment, il y a quand même l'apport de la Commission, l'Union africaine, qui est peut-être plus globalisé que l'inventaire des États membres. Enfin bon, c'est un autre sujet. Bon, bref. Bon, on va finir par ça. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. Vraiment, vous êtes un homme d'État, vous êtes un homme qui représentait beaucoup, à mon sens, pour l'avenir de l'Afrique, pas seulement du Tchad. Vous allez rentrer bientôt à N'Djamena, vous allez reprendre vos activités. Mais manifestement, il y a dans votre propos des chances, je dirais, et des aubaines presque de présenter les projets comme ça. Et vous avez fait à la fin de votre livre ces 4 défis. J'aimerais qu'on conclue là-dessus. Ces 4 défis qui inventorient la synthèse, qui donnent des chances de progrès social, des chances à l'entrepreneuriat, des chances à la vie économique par l'apport d'industrialisation, par le renforcement de l'agriculture, etc. Ces 4 défis, vous pouvez nous les décliner en vitesse avant qu'on se sépare. Bon, très rapidement, en termes de défis, je prends d'abord sur le plan politique. Il faut que la communauté des nations travaille avec l'Afrique pour renforcer et mettre en place des institutions fortes. D'accord. Ça, en lieu et place des hommes forts. D'accord. Ça, c'est la politique. Ça c'est la politique. D'accord. Maintenant, sur le plan économique, vous avez un continent qui représente 60% des terres cultivables dans le monde, 40% de la main-d'œuvre, et qui ne contribue que pour moins de 2% à la plus-value manufacturière. À partir de ce moment, il faut aller résolument vers l'industrialisation du continent pour créer de la plus-value sur les différentes filières. Et donc de l'emploi. De l'emploi, naturellement, étant entendu que l'Afrique a un taux de chômage 5 fois supérieur au taux de chômage au niveau mondial. Bien sûr. Et on a donc besoin de l'industrialisation pour créer de la plus-value, créer de l'emploi en faveur des jeunes. Ce qui nous amène au 3e défi, qui est celui de la démographie. La démographie. Voilà. La démographie en soi ne doit pas représenter, je le dis souvent, cette psychose indépassable telle que présentée en Europe. Quand on voit l'Inde, la Chine, le Nigeria, mais il faut quand même aligner la démographie avec les possibilités de nos ressources naturelles, mais aussi avec ce que notre système social peut offrir en termes d'éducation, d'emploi et autres, pour que nous ne soyons pas à terme débordés par une démographie immaîtrisée. Enfin, même si l'Afrique n'est pas actrice du désordre écologique actuel, elle est victime. Elle en est victime. Elle en est victime. Et nous voyons ça par le déplacement des populations des zones affectées vers des zones encore hospitalières. Il faut donc prendre en compte la question écologique pour faire en sorte que nos actions de développement riment avec la durabilité de ces actions. Très bien. C'est effectivement, ce sont les attentes, priorité aux attentes des peuples africains. Vous êtes un homme de paix, je crois que la société africaine elle peut être aussi une culture de la paix, pour arriver, puisqu'on parlait des conflits, il faut parler de la paix, et de voir comment on peut y arriver.
Et je crois que c'est vraiment... alors évidemment, on n'a pas beaucoup parlé de la France. Vous évoquez dans votre livre une expression que j'ai beaucoup aimée qui disent moins de France, mais mieux de France. Hein, ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. Mais en tout cas, vous le dites très bien. Et j'étais vraiment très honoré, très heureux, et très fier, et très amicalement fier, cher Albert, de vous avoir aujourd'hui avec moi pour cette première émission. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous. Au revoir. Merci Salomé. Merci.